Pour venir m'écouter, c'est très gentil de votre part. Je suppose qu'on aura des retardataires, mais nous, on va commencer. Mon nom est Florent de Carolis, je suis expert en transformation digitale dans le secteur de la culture et du tourisme. Ça veut dire beaucoup de choses, mais globalement, j'aide les acteurs du patrimoine, que ce soit des propriétaires, des gestionnaires, mais aussi des artisans, des collectivités territoriales, à utiliser les outils numériques pour valoriser et faire fonctionner leurs établissements ou leurs activités. Aujourd'hui, on va parler pendant à peu près 40 minutes, si je suis pas trop... si je me retiens. On va parler à peu près 40 minutes du sujet, donc comment impliquer le visiteur dans ses projets patrimoniaux. Par visiteur, j'entends bien sûr donc, le grand public. Donc c'est le visiteur si vous êtes un lieu de visite, mais c'est également des donateurs si vous cherchez à avoir de l'argent, c'est des personnes qui vont venir, enfin des clients si vous êtes artisan et que vous cherchez des gens pour acheter vos œuvres, etc. etc. Juste avant de commencer, que je comprenne bien qui est dans la salle, qui travaille ou étudie ou est propriétaire dans le secteur du patrimoine de la culture. Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Qui est entré ici parce qu'il a vu de la lumière? Voilà, quand même quelques personnes. C'est très bien, parce que vous allez être très, très important à la fin de la présentation. On fera un échange de questions et de retours de ce que vous avez vu, parce que je vais vous donner ici mon sentiment. Alors le sentiment, c'est quelque chose de très fluide. Mais ce sentiment, il a été créé après 12 années dans le digital et 7 dans la culture. Donc il est fait d'expérience. Mais ça reste une vision qui est la mienne de l'implication, comment impliquer le public dans vos projets. Et donc, ce sera intéressant de voir si ce que j'ai raconté vous a paru pertinent. Alors, en faisant la présentation, je me suis quand même dit que depuis un an, on aurait pu faire cette conférence en 2 minutes et répondre à comment impliquer le visiteur dans vos projets patrimoniaux et toucher le grand public. Eh bien, il y a un seul moyen, c'est appeler Stéphane Bern. Alors, ça fait rire, bien évidemment, c'est le but, mais vous allez voir qu'à la fin, je vais revenir sur ce qui s'est passé pendant un an avec la mission Bern. Et normalement, ça devrait justifier ce que je vous raconte pendant 40 minutes. Alors, pourquoi d'abord on implique le grand public dans ces projets? Et c'est vraiment la première question à se poser. C'est toujours bien de se dire qu'on touche plein de monde et qu'on fait plein de choses. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi on le fait, puisque ça prend du temps et ça coûte éventuellement de l'argent. Les principaux objectifs, c'est de la notoriété, se faire connaître. C'est de fidéliser ce grand public pour ensuite lui faire certaines actions, comme donner. C'est aussi important d'impliquer le grand public pour améliorer sa gestion, son produit. Alors, vous allez voir aussi pendant les 40 minutes, je vais beaucoup parler de produits, de commerce, de clients, que ça n'offusque personne dans le monde de la culture, parce que dans le monde du digital, c'est comme ça qu'on s'exprime. Et je pense que c'est assez important qu'aujourd'hui, dans le secteur de la culture et du patrimoine en particulier, on commence à intégrer ces notions qui ne sont pas contradictoires et incompatibles avec les valeurs de transmission et de lien social qui sont inhérents à la culture. On peut aussi utiliser le grand public pour en faire des bénévoles et pour créer du contenu. Donc ça, je vais revenir sur toutes ces notions-là. Une fois qu'on s'est posé cette question, on va commencer à essayer de comprendre comment on fait. Et ça commence par une pyramide. Alors j'ai pris celle-là parce qu'on est au Carrousel du Louvre. La pyramide dont on va parler, c'est celle de l'engagement. Donc l'implication, c'est de l'engagement. Et on n'engage pas le grand public au même niveau, à tous les moments de son projet patrimonial. Et c'est ça l'idée aujourd'hui que j'essaie de vous faire passer. Et si vous ressortez avec ça à la fin de la conférence, j'aurai à peu près gagné
mon but. Enfin, j'aurai atteint mon but, excusez-moi. Alors la pyramide dont je parle, c'est celle de l'engagement, qui se présente comme ça, différents niveaux. On commence par un niveau simple, qui est de regarder, de lorgner ou de lire. Je vais revenir après sur ces notions. Un deuxième niveau qui est d'aimer et de partager. Troisième niveau qui est de commenter et de discuter. Un quatrième niveau qui est d'agir, de créer, d'inventer. Et le dernier niveau, dont on parlera moins parce que je pense qu'il est moins intéressant pour vous, et c'est une notion un peu particulière qui est très précise sur le digital, qui est de faire de la curation. Donc je reviendrai quand même sur ce que c'est que faire de la curation, mais dans l'application du grand public, pour le patrimoine aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la partie la plus importante. Alors quand on commence à parler d'implication du grand public, il faut retourner la pyramide. Parce que le grand public, il est tout là-haut. Au début, il n'est juste pas impliqué. Pas impliqué, ça veut dire qu'il ne vous connaît pas. Il ne sait même pas que vous existez. Et votre premier travail, ce n'est pas de dire « je vais en faire un acteur de mon projet ». Si ils ne vous connaissent pas, vous ne pourrez pas en faire des acteurs de votre projet. Donc la réflexion stratégique sur l'implication du visiteur dans vos projets, elle doit commencer tout là-haut. D'abord, comment j'existe, et ensuite, comment petit à petit, j'implique de plus en plus le public dans mon projet pour que ça me serve et que ça développe mon projet. Donc je remets, regarder, lorgner, lire, aimer, partager, commenter, discuter, créer, inventer, agir et faire de la curation. Donc on va passer un petit peu en revue ces différentes choses. Mais on parle aussi un peu, je suis là aussi pour parler un peu de digital. Et donc, il faut que je vous parle de viralité. L'intérêt d'engager le grand public dans vos projets, c'est que plus on engage des gens, et plus on crée de l'engagement. Donc vous avez une sorte de cercle vertueux qui va se créer, et qui fait que quand vous êtes tout en haut et que vous descendez un échelon, l'échelon du bas va vous ramener des gens dans l'échelon du haut qui ensuite reviendront et feront grossir finalement la taille de votre pyramide. Et ça arrive à peu près à tous les échelons. C'est l'effet boule de neige. Plus je suis connu et plus on va me connaître. Donc, comment est-ce qu'on se fait connaître et comment on essaye de faire en sorte que le grand public nous regarde? Lorgner, ça veut dire qu'on regarde avec un peu plus d'insistance, qu'on a été appâté par quelque chose, et puis qu'on arrive à lire ou interagir avec le premier type d'interaction avec son projet. Eh bien, ça passe par deux choses. D'abord, se démarquer et crier très fort. Alors là, je ne révolutionne pas le problème, mais je voulais quand même visuellement vous remontrer. Alors malheureusement, c'est très pixelisé, mais même si ce n'était pas très pixelisé, je pense qu'il vous faudrait quand même quelques secondes pour trouver Charlie. Mais se démarquer, c'est vraiment le problème de où est Charlie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel, qui est lui-même un des secteurs concurrentiels qui cherche à attraper du grand public et du temps d'implication des gens sur Terre. Donc, vous avez un gros fouillis et puis il faut vous démarquer. Pour ce faire, il faut trouver son identité, s'attacher à son identité et développer son identité. On ne pourra pas vous remarquer si vous changez d'habit tous les jours. Où est Charlie? Il a le même costume, enfin Charlie, pardon, il a le même costume dans tous les dessins. C'est comme ça qu'on le retrouve. S'il changeait de costume pour les dessins, je peux vous dire que ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Trouvez votre ADN, vos valeurs, le message que vous voulez faire passer, et tenez-le tout au long de votre projet. C'est comme ça que vous devenez identifiable. Une fois que vous avez passé cette étape, il faut se faire remarquer. Et donc là, c'est comment, à partir de mon ADN, j'invente des choses amusantes, sympathiques ou exceptionnelles, remarquables,
pour sortir du lot. Mais les deux étapes se font l'une après l'autre. N'essayez pas de vous faire remarquer si derrière, vous changez de chemise tous les jours. Vous allez vous faire remarquer, puis demain, on vous aura oublié. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait cette première étape d'identification, eh bien, il faut crier. Crier tout le temps. Et très, très, très souvent. C'est bien de faire des événements, des campagnes de publicité, mais si vous le faites une fois, vous allez amener du monde une fois, et vous ne toucherez jamais en une fois les milliards de gens qui sont sur Terre. Mais si vous criez très souvent, vous crierez avec des gens... si là, je me mettais dans la cour du Louvre, et que je criais tous les jours, je toucherais beaucoup de monde. Si je crie une seule fois, je toucherai moins de monde. Et des gens différents. Donc ça, c'est un principe qui est très important sur le digital, avec les réseaux sociaux dont je vais parler après, mais c'est un principe, bien évidemment, qui marche aussi sur toute la communication non digitale. Donc pour vous aider dans ces démarches-là, vous avez des relais. Et c'est très important, on ne peut pas tout faire tout seul. Et dans le secteur de la culture et du patrimoine, les deux relais principaux, ce sont les médias et les réseaux sociaux. Je mets les influenceurs dans les médias, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont parler pour vous. Je parle bien aussi des médias classiques. Hein, je ne suis pas que pour tout réseau social. Il faut faire de la publicité dans le quotidien du coin, lorsque vous avez un événement dans votre château, par exemple. C'est très important. Mais en tout cas, ce sont des partenaires indispensables et il faut aller les chercher. Et on me posait la question tout à l'heure sur comment aller les chercher, bien évidemment. Donc je vais essayer de répondre à ça après, pour être très cohérent avec ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux. Alors ensuite, quand on parle de réseaux sociaux, la différence avec des médias, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, ce sont des canaux de diffusion, mais c'est vous qui faites le travail. Les médias et les influenceurs, vous discutez avec eux et ils vont parler pour vous. Ils vont faire le travail pour vous. Mais l'avantage aujourd'hui du digital, c'est que vous pouvez faire le travail vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire vous-même tout de suite, mais en tout cas, un jour, il faudra aussi le faire vous-même, parce que c'est un gain de temps et d'argent dans le développement de votre projet. Bien évidemment, les réseaux sociaux vous permettent de toucher beaucoup de monde. Encore faut-il savoir parler sur les réseaux sociaux. Et je rentrerai un peu dans les détails dans la suite sur comment engager les gens sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, au départ, il faut vous mettre sur les réseaux, il faut créer vos pages, vos comptes. Je vous dirai juste une seule chose, ça ne sert à rien d'être partout. Il vaut mieux être quelque part sur un des réseaux sociaux de manière efficace, plutôt que d'essayer de tout faire d'un coup, et du coup se perdre et ne plus être visible. Alors, à part communiquer via des relais de diffusion, pour toucher le grand public, on fait aussi des événements. Il faut s'inviter dans le quotidien des gens. Donc là, effectivement, ce sont des opérations ponctuelles. Donc à répéter souvent, de manière différente. Mais je voulais quand même vous donner des exemples de choses qui ont été faites sur le patrimoine et qui sont vraiment dans cette veine-là. Donc pour reprendre la pyramide du Louvre, l'artiste JR avait fait disparaître la pyramide de cette manière-là, en rajoutant un visuel dessus. Là, le musée du Louvre ne touche pas des gens qui ont payé le billet. Il vient bien s'inviter dans la vie des gens qui passent, qui travaillent, qui viennent déjeuner, et des touristes qui n'ont même pas décidé d'aller voir le Louvre parce qu'ils pensent qu'il y a trop de monde. Donc ça permet quand même de toucher ces gens-là et de se faire connaître d'une autre manière auprès du grand public. Je rajouterai un détail là-dessus, c'est que si le Louvre le fait alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin de notoriété, c'est quand même ça veut dire que c'est important. Et puis, je vais vous montrer autre chose, puisqu'on est sur le salon du patrimoine et qu'il y a beaucoup d'artisans. C'est qu'on peut aussi faire ce type d'animation et s'inviter dans le quotidien des gens sur des sujets comme l'artisanat et les métiers d'art. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît? Merci.
Donc là, c'est un projet de Haute-Garonne. Non, je vérifie, de Tarn-et-Garonne, pardon, excusez-moi, qui utilise le digital pour numériser les gestes des artisans. Et ensuite, ils font de la médiation, mais ils font surtout beaucoup de projections sur les murs des villes, le soir par exemple, et les passants peuvent voir ce qui se passe et admirer des gestes patrimoniaux sur les murs de la ville. Donc on part bien de quelque chose de très concret. Ensuite, on va ajouter un niveau de digitalisation avec de la numérisation et du rendu 3D. On va voir ça juste après. Ça m'a l'air en boucle. Il y a un petit souci, à mon avis, avec la vidéo. Ah non, ça y est, voilà. Vous voyez, en fait, ils sont en train de numériser le geste. Ils vont faire la même chose là, voilà. Alors, et on le projette sur les murs. Et vous voyez que là, vous êtes des visiteurs, les gens n'ont pas forcément payé, c'est sur les murs de la ville, et puis vous n'avez rien demandé, vous connaissiez absolument rien peut-être des métiers d'art, et puis tout d'un coup, on vous interpelle. Donc on revient sur ce que je vous disais au départ, comment être visible et comment se faire remarquer. Merci, on va arrêter la vidéo à ce niveau-là. Et on va reprendre le fil. Voilà, 2. Si ça peut bien marcher, oui. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit qu'il fallait le faire, pour attirer le grand public et le faire passer de juste quelqu'un qui ne vous connaît pas à quelqu'un qui vous connaît, puis à quelqu'un qui commence à interagir avec vous, il faut le captiver. Et c'est là où vous commencez et vous passez de « je regarde », je lorgne, pardon, parce que je vous ai appâté, je me suis fait remarquer, à je vous fais lire quelque chose et je commence à vous faire interagir avec ce que j'ai à vous présenter. Et la notion très importante à mettre dans vos projets, c'est le storytelling. Racontez des histoires. N'essayez pas de balancer vos informations simplement parce que vous dites il faut absolument que j'existe, il faut absolument que je parle et j'ai plein de choses à dire. Racontez des histoires aux gens. Une fois que vous les avez interpellés, ça les fait s'asseoir, aussi autour du feu. Et donc, ils ont du temps pour vous écouter. Et donc, ils commencent à être captifs. Et donc, on les amène dans la deuxième partie de notre pyramide de l'engagement. Les histoires, ce n'est pas un problème pour la culture et le patrimoine. On est bien d'accord que notre travail, c'est de valoriser des histoires. Donc, la matière première, elle est là. Maintenant, c'est comment est-ce que vous faites pour raconter ces histoires. Mais vous avez déjà gagné beaucoup de choses par rapport à des gens qui font des produits industriels, où à la base, ils n'ont pas d'histoire. Donc là, on passe à la deuxième partie de notre pyramide, aimer et partager. Je vais revenir juste une seconde là-dessus. Voilà. Aimer et partager. Aimer et partager, c'est un premier niveau d'engagement, mais c'est un niveau d'engagement faible. Je pense qu'ici, pratiquement tout le monde est sur les réseaux sociaux. Aimer un post sur un réseau social et éventuellement le partager, ça ne vous demande pas déjà beaucoup de temps, mais surtout, vous ne réfléchissez pas tellement longtemps à pourquoi vous le faites et est-ce qu'il faut vraiment que vous le fassiez. On n'est pas encore à ce niveau-là d'engagement. Donc, ça veut dire aussi que c'est une étape extrêmement importante parce que ça veut dire qu'en tant que porteur de projet, cet engagement-là, il est accessible. Et il ne vous demande que d'aller faire un petit pas de plus que les premières étapes, enfin la première étape que vous avez fait pour attirer le regard.
Donc pour se faire aimer du public, il y a deux choses indispensables à faire. C'est connaître sa cible. Je parle du grand public depuis quelques minutes. Le grand public, c'est tout le monde. Mais dans ce tout le monde, il y a des gens qui vous intéressent plus. Donc le but n'est pas d'essayer de se faire aimer de tout le monde tout de suite, mais de prioriser les choses et de vous faire d'abord aimer des gens qui vous intéressent, de ceux que vous voulez impliquer et engager. Donc pour leur parler et être sûr que ce soit eux qui aiment et partagent les choses que vous faites, il faut d'abord savoir à qui vous adressez, donc connaître votre cible. Si je suis un château qui fait de la visite ou un musée qui fait de la visite grand public, je suis un musée d'archéologie, je vais d'abord m'intéresser aux gens qui sont fans d'histoire et d'archéologie. Je ne vais pas aller chercher les gens qui sont fans de sport et qui n'aiment pas forcément l'archéologie. Maintenant, si je suis un château qui fait des mariages, je vais aller m'adresser d'abord aux gens qui ou viennent de se marier ou surtout qui vont se marier ou qui potentiellement un jour se marieront. On est bien d'accord. Donc la cible est très différente. La manière de penser la stratégie et de créer son système d'implication est a priori quasiment le même. Et la deuxième chose, c'est la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est le fait que tout ce que vous dites est pensé pour servir votre identité. Et donc ça rejoint ce que je disais au départ sur comment on est identifiable. On ne lâche jamais le fil. Lorsque je parle de moi par rapport à mon identité, à ma ligne directrice. Si vous faites ça, vous allez voir que les gens qui sont intéressés par ce que vous faites, naturellement, vont commencer à vous aimer. Parce que vous leur apportez de manière naturelle quelque chose qui les intéresse. Donc, faire un petit like sur les réseaux, partager, c'est pas compliqué. Maintenant, pour rentrer dans un petit peu dans la technique, pour se faire aimer sur les réseaux sociaux en particulier, il faut s'adresser à il faut utiliser les codes de vos canaux de diffusion. Et aujourd'hui, le code, c'est l'image. Si vous mettez du blabla, les gens ne vont pas le liker. Ils vont peut-être vous lire, mais ils ne vont pas aimer votre post parce qu'on a besoin d'abord d'un attachement visuel. Et que l'image véhicule énormément de choses et d'informations. Donc, je vous ai mis un exemple. Si je poste sur un réseau social « Le Mont-Saint-Michel est beau », les gens le diront peut-être oui, mais ils ne me mettront pas mon j'aime sur mon like, enfin sur mon post, pardon, et ils ne partageront pas ça à leurs amis. Ils acquiesceront, mais ils ne partageront pas. Si je commence à mettre une photo d'un détail du Mont-Saint-Michel, j'aurai peut-être une partie des gens qui va aimer, mais je ne leur donne pas le message de le Mont-Saint-Michel est beau. Là, je leur donne le message, c'est il y a un cloître est beau ou est paisible. Si je mets la photo du Mont-Saint-Michel de la fin, là, sur les réseaux sociaux, j'ai des j'aime et j'ai des partages. Et je dis exactement la même chose qu'au début, le Mont-Saint-Michel est beau. Enfin, je pense qu'on est d'accord que cette image exprime cette pensée. Donc, toujours penser au niveau de l'image. Et je suis effectivement navré parce que souvent, c'est ce qu'on me dit dans la culture. Oui, mais moi, j'ai plein de choses à raconter et plein de choses à dire très intéressantes sur le Mont-Saint-Michel. Je voudrais raconter toute l'histoire des gens qui ont fait le Mont-Saint-Michel. Oui, il faut le faire, c'est notre rôle. Mais vous ne le faites pas en premier. On n'est pas là dans la pyramide de l'engagement. Si personne ne vient voir le guide du Mont-Saint-Michel, l'histoire ne passera pas. Donc d'abord, on appâte avec une image, et ensuite, une fois que le guide a plein de gens devant lui et captifs, eh bien, on raconte et on rentre dans les détails. Pour faire... Alors l'image, c'est un peu le début, il n'y a pas que l'image, bien évidemment, on est sur de la communication, donc il y a la manière dont vous le dites, les mots-clés que vous choisissez. Là, on est dans un vrai travail de communication. Les outils que vous avez à votre disposition pour ça sont d'abord des partenaires, des agences web, des community managers, des sociétés de production quand vous faites des films. J'ai commencé à faire de la pub pour les gens qui sont sur le salon, c'est pas moi, mais vous avez un pôle patrimoine et technologie sur le stand C33. Vous avez une société qui s'appelle Sherlock Patrimoine.
Studio Sherlock, et qui fait des vidéos de valorisation des chantiers, par exemple. Donc ce sont des professionnels qui vont vous aider à mettre en image vos chantiers de restauration de vos monuments pour pouvoir ensuite les utiliser comme contenu sur les réseaux sociaux pour aller générer de l'engagement. Donc bien évidemment, les professionnels sont là, mais les professionnels coûtent cher. Et on ne peut pas tous se permettre, tout au début du projet, d'utiliser ces professionnels. Donc comment on fait quand on n'a aucune notion de graphisme et de communication pour quand même faire des choses belles et agréables et qui vont être partagées sur les réseaux sociaux? Alors là, je vais vous demander si c'est possible de montrer de passer sur l'onglet pour montrer les sites internet. Je vais vous montrer 2 sites internet qui sont des outils en ligne, qui sont soit gratuits, soit payants. Mais alors je vous montre ceux-là, mais il en existe d'autres. Et qui en fait vous permettent, sans connaissance de Photoshop, sans notion de graphisme, simplement avec votre souris et votre envie, de commencer à faire des visuels qui ressemblent à quelque chose pour être partagés sur les réseaux sociaux. Donc ils vont être... Mais là, le premier qu'on va vous montrer, si on y arrive, c'est quelque chose qui s'appelle Pictochart. Pictochart, ça vous permet de faire, par exemple, des affiches, de faire des infographies. Les infographies, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mise en images de chiffres. Ça marche très très bien sur les réseaux sociaux. Par exemple, combien de visiteurs au château de Versailles, combien de tuiles sur le toit du château, combien de glaces dans la galerie des glaces. Les gens sont friands de ce genre d'informations. Mais comme tout à l'heure, si je vous mets le texte, ça ne fonctionne pas. Si je vous mets un beau visuel pour vous présenter ces chiffres, eh bien là, c'est aimé et partagé. Bon, malheureusement, je ne vais pas vous montrer le site, mais si vous voulez, vous pourrez me voir sur mon stand en C33 en salle de l'or, mais je vous montrerai aussi ces sites internet. Le deuxième site dont je voulais parler, c'est là, je parlais de graphisme. Le deuxième site, vous êtes même à faire des vidéos d'animation, des petits dessins animés pour présenter votre projet sans que vous ayez de notion de graphisme, de production audiovisuelle. Donc ce sont des choses très intéressantes qui au début peuvent être gratuites. Si on les utilise beaucoup, elles deviennent payantes, mais en tout cas ce sont des outils à connaître. Ça s'appelle Powtoon, P-O-W-T-O-O-N. Ça c'est celui que je connais moi, mais il y en a d'autres. Si vous le tapez, Google vous donnera les concurrents sans problème. L'autre partie pour engager, créer des likes et du partage, c'est de faire de vos visiteurs des acteurs. Mais je mets un petit bémol pour l'instant. Ils sont acteurs, mais ils n'agissent pas vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez tous peut-être vu la réalité augmentée quand on vous met un joli casque sur la tête et qu'on vous fait on vous montre comment un château ou un musée ou un site archéologique était avant. Vous créez une expérience. Le visiteur devant mettre un casque, il devient acteur de son expérience. Et ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où il est acteur, et s'il a aimé son expérience, il va le dire. Et surtout, il dira aux autres, et donc il partagera cette expérience. Pour tester ça, allez sur le salon. Vous avez différentes boîtes qui font ça et qui sont sur le salon. Donc je vous invite à aller les voir. En plus, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Et regardez un peu l'expérience que vous avez et le retour que vous en avez. Mais, bien évidemment, là, on n'a pas encore agi. C'est-à-dire que ça ne vous a pas servi réellement. Ça vous a servi comme outil de communication, mais ça ne vous a pas servi pour avoir de l'argent ou pour améliorer votre produit, etc. C'est pour ça que je mets un bémol sur la partie action de ce genre d'expérience. Alors, on ne peut pas tous faire de la 3D et mettre de l'argent pour faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc, un des principes simples à mettre en place sur les réseaux sociaux pour rendre acteur le grand public, c'est la gamification, c'est-à-dire faire des jeux. Et le principe classique et basique du jeu, c'est le quiz. Là, je vous ai pris un extrait d'un quiz que je fais moi sur un blog que j'ai, qui s'appelle J'aime mon patrimoine. Voilà, au lieu de dire je vous fais l'article sur la faïence, je vais vous faire jouer à un quiz
qui va vous apprendre des choses sur la faïence. Et parce que vous avez commencé à cliquer et que vous répondez, vous êtes acteur, puisque vous faites quelque chose. Et comme vous êtes acteur, vous avez l'impression que le temps passe moins vite et que vous avez en plus, vous êtes amusé. Et donc, vous êtes plus sensible au fait ensuite de mettre un like et de partager cette expérience en disant bah, « j'ai fait un test, c'est sympa, tu devrais le tester aussi, moi j'ai eu un bon score ». Voilà. Vous créez cette envie de partage. Il existe des outils pour faire des quiz jolis. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Nous, on utilise quelque chose de payant qui s'appelle Quizzer, mais qui n'est pas très cher. Quizzer, c'est QZRR, quizzer.com. Mais encore une fois, si vous tapez ça, vous aurez Google vous donnera plein de concurrents. Il y en a des gratuits et qui vous permettent de faire des quiz sur vos sites internet et qui peuvent se partager sur les réseaux sociaux sans connaissance d'informatique. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je ne suis pas... Excusez-moi, est-ce qu'on peut repasser en... Petit problème technique. Excusez-moi. Oui, est-ce qu'on peut repasser en plein écran, s'il vous plaît? Merci. Alors, j'ai beaucoup parlé du like, qui est ce qu'on fait beaucoup sur les réseaux sociaux, le fameux j'aime. Mais il faut inventer. Il faut inventer aujourd'hui la manière dont les gens aiment votre projet. Ça ne se fait pas que sur les réseaux via un like Facebook. Et un exemple que beaucoup de gens utilisent, mais qui est exactement la même chose, c'est la signature sur la pétition. Quand vous faites faire une pétition, une signature, c'est un like. C'est la même chose. Et aujourd'hui, vous avez des pétitions en ligne qui vous permettent d'avoir une signature plus facilement, parce que les gens ont l'impression que c'est moins contraignant que d'écrire à la main. C'est des engagements, justement. Mais derrière, ça vous fait un like. Et ces likes-là, vous les montrez. Le but derrière, c'est de dire, voilà, j'ai eu 80 000 personnes qui ont soutenu mon projet. Si vous défendez un patrimoine, par exemple, c'est un outil en ligne. Mais on est aussi acteur de sa propre communication et donc on peut inventer d'autres manières de faire du like. Voilà. À vous de voir comment sont les retours du grand public et comment ils vous manifestent leur amour finalement. Je passe maintenant à commenter et discuter. Là, on rentre vraiment dans la chose un peu plus difficile à faire. En général, premier niveau, deuxième niveau, on y arrive. Arrivé sur le troisième niveau, ça commence à être plus compliqué. Donc, pour provoquer, pour qu'on ait une discussion, il faut provoquer et animer la discussion. J'insiste sur le fait d'animer la discussion. On revient sur la problématique de « je me fais connaître une fois » ou « je crie haut et fort tout le temps ». Si vous créez une discussion et que vous ne l'animez pas, c'est comme si vous faisiez un coucou une fois. Si vous animez votre discussion, vous êtes visible régulièrement. Et c'est à ça que sert la discussion. Donc pour lancer la discussion, il ne suffit pas de mettre une belle photo. La belle photo, vous aurez un j'aime, mais les gens ne créeront pas de discussion. Mais si vous mettez une belle photo et que vous posez une question, est-ce que vous trouvez que le Mont-Saint-Michel est beau? Vous le mettez cette fois-ci en point d'interrogation. Eh bien, vous avez une partie de votre grand public, cette nouvelle partie de la pyramide, qui va dire oui, non, peut-être, je ne suis pas sûr, et qui va commencer à discuter, parce que des gens vont dire oui, d'autres vont dire non, et puis ils vont commencer à dire mais pourquoi, comment? Et c'est là où votre rôle, c'est d'animer cette discussion pour qu'elle soit la plus forte possible et la plus longue possible. Alors bien évidemment, ça fait toujours peur quand on pose des questions et quand on anime des discussions, parce qu'on se dit ça y est, on va avoir un bad buzz, quand il y en a un qui va faire un commentaire qui ne me plaît pas, ça ne va pas aller. Mais globalement, sur le secteur du patrimoine, à moins de parler d'éoliennes et d'argent directement aux gens, c'est assez bienveillant. Maintenant, créer la polémique fait partie du jeu. Je ne le conseille pas parce que ce n'est pas mon truc, mais beaucoup de communicants vous diront que c'est le meilleur moyen de créer la discussion et d'exister pendant très longtemps. Après, il ne faut pas avoir peur de gérer la crise. Et la deuxième partie, c'est de trouver les points communs avec vos cibles. Donc je reviens sur cette notion de cible dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez à qui vous adressez. Donc vous allez poser la bonne question aux gens qui vous intéressent. Vous allez essayer de voir
quel est, entre le message que vous voulez faire passer et l'attente de votre cible, quel est le sujet commun qui vous rapproche et qui vous permet de commencer une discussion. C'est pour ça que j'ai mis le yin et le yang. C'est-à-dire que même quand vous avez l'impression qu'il y a 0 point commun, si vous cherchez bien, même dans le yin, il y a du yang, et même dans le yang, il y a du yin. Pardon. Donc, si vous cherchez bien, vous trouverez. Ensuite, il faut prendre en compte la discussion et le faire savoir. Donc ça fait aussi partie de l'animation de la discussion, et c'est encore une fois essentiel sur les réseaux sociaux en particulier, mais je pense aussi sur l'implication que vous pouvez avoir en direct avec vos visiteurs. Quand il y a une bonne idée qui circule, notez-la, ça c'est une première chose, appliquez-la, et en général on s'arrête à la noter, appliquez-la, et une fois que vous l'avez appliquée, vous dites merci à la personne qui vous a donné l'idée. Et en disant merci, vous impliquez encore une fois votre grand public dans votre projet. Et donc, comme il va sentir que ce qu'il a dit, c'était pas idiot, il va continuer à faire des remarques. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire que toutes ces remarques sont bien. Vous choisissez la bonne. Mais parce que vous l'avez remercié, il va se sentir impliqué, il va recommencer. Et si les gens voient que des gens ont été remerciés, ils vont se dire, si je parle, on va m'écouter. Et donc, je suis plus enclin à rentrer dans la discussion. Il y a des outils aujourd'hui aussi pour engager la discussion. C'est pour les outils digitaux le recueil de données. Je vous donne ces deux exemples-là. Vous avez deux sociétés qui sont sur le salon au stand C33 dans le patrimoine et technologie qui font des choses intéressantes. Le premier type de questionnement qu'on peut avoir, c'est le recueil de questionnaires. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui c'est digitalisé et vous pouvez automatiser la réception de questionnaires à la fin de vos visites, par exemple, pour leur demander est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous voulez autre chose, est-ce que vous voulez qu'on garde contact. Donc ça, c'est un outil digital qui vous permet de créer du contact et de la discussion dans le monde réel. Donc ça, c'est intéressant, ça s'appelle Guest Views, et donc ils sont sur le stand C33. Et une fois que vous avez engagé la discussion de manière ouverte, c'est-à-dire que vous avez demandé aux gens de discuter, il s'avère, et là je rentre sur un sujet un peu touchy, que vous pouvez aussi récupérer de la donnée des gens sans leur demander. Et donc les faire discuter et les faire commenter votre projet sans même que vous leur ayez demandé quoi que ce soit. Et ça passe par des capteurs de données. Je vous donne un exemple avec une société qui est sur le salon qui s'appelle Affluence et qui gère les problématiques de queue dans les lieux de visite. Et qui vous donne l'affluence à tel ou tel moment de la journée et à tel ou tel endroit de votre lieu de visite. Ils n'ont jamais demandé aux gens de venir et de dire là je trouve qu'il fait c'est un peu long, que ça fait 1 heure que j'attends, etc. Ce serait compliqué, ce serait pas pertinent. Mais ils ont des capteurs qui leur permettent de faire ça. Et donc en fait, le visiteur, sans même le savoir, a commencé déjà à parler avec nous, à nous donner de la donnée qu'on va pouvoir utiliser pour valoriser nos projets. Je vous donne cet exemple sur la queue, mais vous avez plein de choses que vous pouvez regarder avec des données. Est-ce que les gens se sont connectés à votre Wi-Fi quand vous êtes sur un lieu de visite? Est-ce qu'ils l'ont utilisé ou pas? Comment? Est-ce qu'ils sont allés sur votre site Internet? Quand quelqu'un vient sur votre site Internet, vous le savez. Vous savez où il est allé. Vous pouvez avoir son parcours de visite sur votre site Internet. Et donc ensuite, sans même que vous lui ayez demandé, vous pouvez améliorer votre outil de communication grâce à ces outils de données. C'est ce qu'on appelle la gestion de data pour rentrer dans un terme un peu technique et qui fait souvent peur parce qu'on parle des big data, mais on est au début de ces choses-là et qui sont accessibles à tous. Votre site Internet, vous allez dans le système de statistiques de votre site Internet, vous pouvez tous y accéder et c'est gratuit, la plupart du temps. On avance d'un pas. Une fois qu'on a fait discuter les gens, en fait, on les a assis encore un peu plus autour du feu. Et maintenant, on peut commencer à leur demander de faire des choses pour nous. Il y a une relation affective qui s'est créée avec notre projet. Et donc maintenant, on peut passer à la suite de notre engagement. Bien évidemment, encore une fois, c'est ça qu'on veut.
Je suppose que si vous êtes venu là en cherchant des réponses, c'est cette partie-là que vous vouliez. Mais cette partie-là, si vous ne passez pas par la tranche d'avant, il y a très peu de chances que ça marche. Donc, là, cette fois-ci, on rentre dans la partie pour rendre le visiteur, le grand public, acteur de notre projet réellement. Il va réellement faire des choses qui vont nous servir, qui sont pour nous. En général, il y a 2 actions spécifiques qu'on peut leur demander. C'est créer du contenu ou donner. Donner, c'est donner du temps, donner de l'argent. Je mets les deux là-dedans. Donc le bénévolat rentre là-dedans. Comment on fait pour leur faire ces choses-là? D'abord, il faut leur donner un outil. Donc on a quand même un travail à réaliser dans son projet. C'est leur donner le moyen aux gens de réaliser l'action qu'on leur demande. Si vous voulez que des gens créent du contenu pour vous, par exemple, vous n'avez pas le temps de faire des articles sur l'histoire de votre château, mais vous avez des gens passionnés qui gravitent autour de votre château ou de votre musée et qui ont plein de choses à dire et qui ont du temps et qui pourraient très bien écrire un article pour vous. Mais ils ne savent peut-être pas par où commencer. Est-ce qu'il faut qu'ils écrivent 10 lignes, 100 lignes? Est-ce qu'ils utilisent Word? Est-ce qu'ils vous envoient un PDF? Des questions techniques de base. Mais si vous ne leur donnez pas le cadre, eh bien, ils se diront « c'est trop compliqué pour moi et je ne le ferai pas ». Donc il faut leur faciliter la tâche. Et je vais rentrer après dans deux exemples concrets pour que vous compreniez bien. Ensuite, il faut créer de l'expérience. C'est-à-dire que c'est bien de les inclure, mais il faut que ce soit sympa. Et là, je donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est Rempart. Donc là, on est sur des chantiers de bénévoles. Donc là, on est dans l'implication presque ultime qu'on peut avoir du grand public dans les projets patrimoniaux. On les fait venir bénévolement pour reconstruire du patrimoine. Mais si on vous accueille et qu'il n'y a pas à manger, pas à boire, qu'on ne sait pas où vous allez dormir, que l'ambiance est mauvaise et que on ne vous aide pas à avoir une bonne expérience de votre don, eh bien, les gens ne reviendront pas, ou en tout cas, en parleront mal, et donc les gens ne viendront pas. Et enfin, il faut donner des contreparties. Ne pensez pas que le bénévole est réellement gratuit. Il y en a, des vrais philanthropes, des gens vraiment très très bien, mais vous et moi, on aime bien quand même que quand on fait une bonne action, on soit un peu récompensé. C'est naturel. C'est bien, ça permet de reconnaître les gens, et ça leur fait plaisir, et du coup, ça leur donne plus envie de redonner. Je vous donne un exemple de quelque chose à faire qui est très simple, qui ne demande pas ni de fonds, ni de connaissances très précises sur les réseaux sociaux. C'est le concours photo. Donc là, on est sur de la création de contenu. Pour illustrer ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que donner la boîte à outils? C'est de dire, il y a un réseau social qui s'appelle Instagram, qui est un réseau social de photos, sur lequel vous pouvez aller où vous êtes peut-être déjà. Et en faisant vos photos sur Instagram, eh bien, vous pourrez nous créer du contenu et on vous invite à le faire. Ça peut être donc à travers un concours en disant il y a des choses à gagner, mais ça peut être un concours sans gain en disant simplement venez, faites votre photo, taguez-nous et puis on va vous reposter, ça vous donnera de la notoriété. Donc la photo, c'est l'action. Et une fois que l'action est faite, vous repartagez la photo sur votre compte. Donc le contrepartie, c'est de la notoriété pour la personne qui vous a donné du temps et la création de contenu. Donc là, encore une fois, il n'y a pas d'argent, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est une vraie contrepartie. Et derrière, la personne se sent valorisée et donc aura tendance à revenir et à pouvoir refaire des photos. Enfin, je donne l'exemple du crowdfunding. Vous avez des sociétés qui font du crowdfunding ici, qui sont sur le salon. Donc la donation, le financement participatif, qui est beaucoup utilisé dans la culture et dans le patrimoine. Là, l'action qu'on veut, c'est donner. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas faire donner si vous ne faites pas connaître votre projet, que vous ne faites pas aimer votre projet. Les gens ne vous donneront pas comme ça, simplement pour la beauté du geste. Donc si je reviens sur mes 3 étapes, la boîte à outils, finalement, c'est votre partenaire de crowdfunding.
c'est votre site internet partenaire, il y en a plein. Il y en a 2 en particulier dans le patrimoine. Un qui a un gros stand ici qui s'appelle D'Artagnan, qui a fait de très belles opérations. Vous en avez un autre qui s'appelle Coméon, que vous pouvez aller voir aussi. Et puis il y en a d'autres. Vous choisissez le partenaire qu'il vous faut. Mais en tout cas, vous avez besoin de cette boîte à outils qui va permettre aux gens de faire un don facilement. Le projet, c'est de restaurer, d'aider, de donner pour restaurer, ou pour financer un projet, pour pouvoir faire de la médiation. Voilà. Vous avez tout type de projet. Ça, c'est le projet. Et enfin, la contrepartie, c'est à vous de l'inventer. L'avantage avec le financement participatif, c'est qu'en général, la personne qui vous accompagne dessus vous dit tout de suite il faut des contreparties. Elle vous aide à les créer. Ça peut être une visite de votre château, ça peut être simplement un goodies, ça peut être un t-shirt, ça peut être une photo dédicacée. Voilà, ça peut être plein de choses. Il faut que ce soit intéressant, et il faut que ça plaise aux gens et que ce soit en lien avec le montant qu'ils ont donné. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre pyramide. Maintenant, la curation, je vais en parler vraiment une seconde, et on va passer aux questions après. Faire de la curation dans le digital, ça veut dire que au-delà de juste créer un peu de contenu, je vais commencer à en produire et en emmagasiner et à devenir moi-même un acteur de l'information sur le patrimoine et la culture. Si je deviens un gros blogueur qui va chercher plein d'informations, qui crée des articles, qui produit des vidéos, je fais de la curation. C'est moins intéressant pour les projets patrimoniaux parce que finalement, la personne fait ça dans son coin, elle peut parler de vous, mais ça devient un influenceur. Voilà. Ce n'est pas une implication qui est directe dans vos projets et qui va vous servir ensuite. Dernière chose, bien évidemment, tout ça prend quand même du temps, quelquefois de l'argent. Donc, ne soyons pas défaitistes, soyons optimistes. Et pour être optimiste, il faut simplement mettre en rapport le temps que ça va vous prendre et l'argent que ça va vous prendre par rapport à vos objectifs. Et là, je rentre dans la partie commerciale. Est-ce que vous avez un retour sur investissement ? Est-ce que si je passe du temps à faire des photos sur mon compte Instagram, j'ai plus de gens qui me connaissent ? Est-ce que j'ai plus de gens qui me connaissent et qui m'aident et qui m'aiment ? Est-ce que j'ai plus de gens qui m'aiment et qui discutent ? Est-ce que j'ai plus de gens qui discutent et qui viennent donner ou visiter mon château ? Je finirai par ça. Il n'y a pas de mauvaises choses à faire sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mauvaises choses à faire pour impliquer le grand public. On est des milliards sur Terre. Même si vous avez quelques personnes qui ont trouvé que ce que vous avez fait n'était pas super, il y en a encore plein d'autres qui n'ont pas vu ce que vous avez fait. Donc vous avez le temps de refaire quelque chose de mieux pour aller chercher ce grand public. Donc essayez, 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 ratez, ratez encore et ratez mieux. Merci. Alors, j'espère que j'ai été clair. Je sais que j'ai beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce que j'ai dit, sur les outils que j'ai un petit peu évoqués? Voilà, je fais mon retour utilisateur, je pose la question. Qui a quelque chose à me demander? C'est très très clair ou c'était très très nul? Voilà. Bon. Alors, comme j'ai... Du coup, il y a vraiment 0 question. Allez-y, il faut pas... Voilà, merci. Attendez, on va vous donner un micro comme ça, tout le monde va bien entendre la question. Non, ça va marcher tout seul. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur la curation, enfin expliciter D'accord. Alors la curation, un outil de curation qui existe, c'est Scoopit. Je ne sais pas si vous connaissez Scoopit. C'est un site internet qui a pour principe de faire en sorte que les gens puissent créer un compte et dire moi je regarde beaucoup d'informations sur Internet, je lis beaucoup de médias, je lis beaucoup d'articles et je commence à avoir beaucoup de connaissances sur ce qui est intéressant ou pas intéressant dans ce que je lis. Et j'ai envie de partager ça avec des gens, mais pas que les gens qui sont autour de moi, pas que mes amis.
j'ai envie de partager ça avec justement le grand public. Et donc, sur un site comme Scoopit, vous pouvez faire une liste de l'ensemble des contenus que vous avez vus sur Internet et les partager. Et en plus de ça, vous pouvez créer vos propres contenus et ajouter votre patte au contenu que vous avez lu et faire des commentaires. Voilà. Faire de la curation, si je veux donner un exemple un peu plus concret dans la vie réelle, le conservateur d'un musée, en anglais ça s'appelait curator. Donc la curation, finalement, c'est aussi le principe de conservation dans un musée. C'est-à-dire que vous prenez l'information, c'est les objets, vous les regroupez, vous avez déjà fait votre tri sur ce qui est intéressant, et puis vous les éditorialisez pour que justement vous puissiez les montrer. Et donc c'est la même chose, mais sur le digital avec de l'information. C'est clair ? Très bien. Une autre question ? Oui. Sur le côté, on va vous donner faire passer le micro, merci. Oui, merci. La dimension internationale. Alors, effectivement, je suis resté, j'en ai pas parlé parce que le grand public pour moi est international. On parle à tout le monde. Et je ne fais pas de distinction parce que le digital n'a pas de frontières. La seule problématique pour communiquer et impliquer le grand public étranger sur vos projets, c'est de leur parler dans leur langue. Donc effectivement, il faut faire de la traduction. Mais la plupart des outils digitaux que vous avez à votre disposition aujourd'hui vous permettent de faire de la traduction rapidement. Je vais revenir sur 2 exemples. Votre site internet aujourd'hui, lorsque vous faites un site internet, normalement vous avez un système qui vous permet de passer d'un site en français à un site en anglais facilement. Oui, il faut que vous fassiez traduire vos textes, mais une fois qu'ils sont traduits, vous n'avez pas besoin de passer 3 mois pour refaire votre site en anglais. Vous n'avez pas besoin, et une fois que vous avez créé du contenu qui intéresse les gens de l'international, on revient sur la notion de cible. Est-ce que ma cible, c'est l'international ou pas ? Est-ce que ma cible, ce sont des Chinois, des Américains ? Et donc, on peut adapter légèrement quand même son discours par rapport à ce public international. Ça, c'est l'exemple pour les sites Internet. Mais tout à l'heure, je vous ai montré le questionnaire de fin de visite. Ces gens-là, bien évidemment, le questionnaire de fin de visite, vous voyez avec eux le questionnaire que vous voulez. Vous faites 1 minute de questionnaire. Et derrière, ils automatisent toute la traduction pour toutes les langues du monde. Donc, vous n'avez plus rien à faire et vous touchez déjà et vous pouvez entamer une discussion avec des gens à l'international. Bien évidemment, c'est plus simple quand vous-même, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui parle au moins anglais. Le chinois viendra peut-être un jour, mais en général, voilà, si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui parle anglais, c'est bien. J'en profite d'ailleurs pour prendre 2 minutes là-dessus, sur la problématique de l'équipe. Qui peut se permettre d'impliquer le grand public dans ces projets ? Même si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire. Ce que j'ai essayé de montrer, et j'espère que c'est passé dans mon discours, c'est qu'à chaque niveau de votre projet, à chaque taille de projet, vous pouvez faire quelque chose qui correspond finalement à la taille et à la compétence de votre équipe. Si vous avez des informaticiens, vous passez moins par des prestataires, moins par des outils, et plus par l'humain, directement. Si vous n'avez pas l'équipe, vous passez de plus en plus par des outils. En revanche, au niveau de l'équipe, ce qu'il faut, c'est surtout un état d'esprit. Un état d'esprit d'ouverture, et là je fais de l'évangélisation dans le secteur de la culture et du patrimoine. Il faut avoir un esprit ouvert vers le digital. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous aimiez le digital, mais il faut que vous dire que c'est un outil à votre disposition, dans votre boîte à outils, et qu'il n'y a pas de raison ni d'en avoir peur, ni de penser que c'est diabolique et que ça va faire perdre toute humanisation à votre projet initial culturel. J'ai répondu à la question. Merci. Une autre question ? Oui, une devant, une derrière. Alors, on a encore le temps. Oui, je voulais savoir par rapport à votre expérience, quelles étaient
les contraintes ou les freins du coup spécifiques à l'univers patrimonial, muséal, et comment vous avez réussi à les dépasser? Alors là, je vais prendre un exemple donc, du blog que j'ai monté, J'aime mon patrimoine. J'aime mon patrimoine aujourd'hui. On est parti il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, personne ne savait qu'on existait. Donc on a fait notre travail de se rendre visible. Aujourd'hui, il y a à peu près 90 000 personnes qui gravitent dans le noyau dur de J'aime mon patrimoine. 76 000 personnes sur Facebook, environ 2 000 sur Twitter, 2 000 sur Instagram et autour de 10 000 qui nous suivent grâce à la newsletter. Ça fait aussi partie des canaux de diffusion. La newsletter, ce n'est pas à négliger. Ces 90 000 personnes, ça représente, lorsqu'on poste des choses sur les réseaux sociaux et sur nos outils de diffusion, entre 1 et 2 millions d'impressions par mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Reprenons celle-là, par exemple. Voilà. Si je reprends ma pyramide, j'avais personne, j'ai commencé à poster des choses et j'essaie de faire en sorte que les gens me voient. Donc tout ça a grossi en 3 ans et demi, mais aujourd'hui, quand je poste des choses, j'ai entre 1 million et 2 millions de fois des gens qui... Enfin, pardon, les gens me voient entre 1 million et 2 millions de fois par mois. Je fais coucou. Quand je vous dis souvent, c'est voilà, 2 millions de fois. Mais c'est ce que je vous disais au départ sur la viralité des réseaux sociaux. C'est parce que j'ai fait mon travail pendant 3 ans et demi. Voilà. Au début, ma pyramide était comme ça. Et en 3 ans et demi, elle est devenue grande comme ça. Parce que j'avais ça de gens qui me connaissaient, ça de gens qui m'ont aimé, mais tout ça m'a ramené et a fait grossir ma pyramide au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai 90 000 personnes qui me suivent. Moi, je leur fais pas. Moi, je m'arrête en tant que blog au niveau de la discussion. Donc, sur l'engagement de ces 2 millions d'impressions, donc de gens à qui je fais coucou, vous en avez à peu près entre 100 et 200 000 par mois, personnes uniques, qui regardent, qui lorgnent et qui lisent ce que je fais. D'accord ? Donc on passe à 100, 200 000. Sur ces 100, 200 000, vous en avez à peu près 15-20% qui aiment, partagent et commentent. Et là, je réponds à votre frein sur le patrimoine. Moi, sur J'aime mon patrimoine, qu'est-ce qu'on fait? On parle de la valorisation du patrimoine culturel dans le sens large. On fait des articles, on fait des quiz, on fait des albums photos. On essaie simplement de montrer que le patrimoine, c'est sympa et qu'il faut s'y intéresser. Et ensuite, on essaie de renvoyer les gens sur les sites. Donc, ces 200 000 personnes qui voient qui commencent à interagir avec nous, et donc ensuite, c'est les 15% de ces 200 000. Ce sont des chiffres très bons pour l'engagement sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, pour intéresser les gens, il faut raconter des histoires. Et le patrimoine, ce ne sont que des histoires. Donc on raconte des histoires, on raconte des anecdotes, on raconte l'histoire d'un monument, l'histoire d'un savoir-faire, on raconte des histoires humaines d'un patrimoine vivant. Et on a donc des atouts qui sont très intéressants pour intéresser les gens. Le frein n'est donc pas sur les contenus qu'on peut proposer aux gens, mais sur d'abord une méconnaissance des réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'essaie de faire cette conférence. Et je vais m'arrêter là, après on a juste une question rapide. Mais vraiment sur d'abord la peur de la technologie, dire qu'on ne peut pas l'utiliser ou qu'elle va coûter trop cher. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller voir les gens et leur demander combien ça coûte. Voilà. Si c'est trop cher, vous ne le faites pas, mais il y a peut-être des gens qui vont avoir une bonne réponse pour vous. Et puis il y a des choses gratuites. Et la deuxième chose, c'est un problème générationnel qui est en fait lié à ce que je viens de vous dire. Mais ne croyez pas que les générations de seniors et de très seniors sont réfractaires à la communication sur les réseaux sociaux. J'aime mon patrimoine. Sur mes 90 000 personnes, la majorité, c'est 45-65 ans.
Donc le problème générationnel, c'est un faux problème. Mais il existe un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc c'est plus ça qui me pose problème. Je vais juste prendre la dernière question rapide et on arrête. Ah, on ne peut pas ? Je prendrai la question à l'extérieur. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne... Oui, ah oui, pardon. Pendant qu'ils font rentrer les choses, je vous disais Berne, le loto du patrimoine. Je le remets ma pyramide. On ne connaissait pas le patrimoine, on met Berne. Pouf! Bonjour, je suis Stéphane Bern, on m'aime bien, je fais plein de choses. Et là, tout d'un coup, vous êtes visible. Vous voulez que les gens vous aiment. Bern continue à aller partout et à faire des émissions qui plaisent et à dire « il faut m'aimer ». Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Il crée la discussion. Comment est-ce que Bern crée la discussion? Mais malgré lui, vous pouvez faire rentrer, on peut... Mais, oui. Enfin, bon, Bern il crée de la discussion parce qu'il crée de la polémique. Quand il est arrivé, tout de suite, ça a été oulala, le ministère, Bern, comment on s'organise, l'argent, où est-ce qu'on va le trouver, comment on fait. Il crée de la polémique, on parle du projet, on parle du sujet, on aime, on n'aime pas, pourquoi on a choisi Bern, pourquoi on n'a pas choisi Bern. Donc, on implique les gens. Et ensuite, on fait agir. Et comment on fait agir? On fait de la donation et on dit tiens, on va faire créer un loto du patrimoine. Donc, on vous donne l'outil pour nous donner, qui est le loto du patrimoine. On parle du projet, encore une fois, pour vous faire venir. Et une fois qu'on a fait parler du projet, eh ben, on essaye aussi de garder des informations et de repartir et de revenir vers vous. Donc vous voyez un peu la pyramide, je le fais rapide. Si vraiment il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, parce que je ne voudrais pas les embêter sur le salon du patrimoine, je suis à votre disposition sur le stand C33. Mais vous voyez que ça prend bien cette pyramide et qu'il a fallu 1 an pour réussir à donner, même un peu plus que ça, mais 20 millions, voire plus, au patrimoine. Donc ça a été efficace. Bonne journée et bon salon.